Nous allons donc reprendre nos débats et je présente très brièvement Zéphie Endler qui nous fait donc l'honneur It's okay? de présider cette deuxième table ronde où avec nos invités, nous allons creuser d'autres facettes de la vie des objets. Mais comme je disais à un monsieur dans la salle, si vous aviez des questions liées à la première table ronde, parce que tout se tient de toute façon dans cette journée d'études, vous pourrez évidemment revenir lors de la deuxième discussion sur des étapes qui auront été évoquées de la vie des objets, qui auront été évoquées donc, dans la première partie. Donc Zéphie Endler, merci beaucoup d'être là. Vous êtes professeur des universités en histoire de l'art des temps modernes à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vos recherches portent sur la première modernité en Italie et tout particulièrement sur les arts à Florence et à Rome au XVIe et XVIIe siècle. Et vous avez assuré le commissariat de l'exposition Les Médicis, les Juifs et le ghetto de Florence, qui s'est achevé en janvier 2024, en tant que membre permanent du Medici Archive Project à Florence, organe de recherche qui a pour but d'exploiter les importantes archives de la famille Médicis. Voilà, donc encore Irina, historienne des images, et donc on fait encore un pas de côté avec vous, mais c'est ça qui permet à nos débats d'être plus fructueux, je pense, que rester entre nous tout le temps, entre contemporanéistes. Voilà, je vous passe la parole, Zéphie. Merci beaucoup et à vous et à Ania pour l'invitation. Et c'est vrai que la question des objets ordinaires, banals, mais on a compris, les objets ne sont jamais banals, est vraiment au cœur pas uniquement de la recherche sur la Shoah au XXe siècle, mais nous, historiens de l'art, aussi de la première modernité en Italie, on est très occupés par cette question. Et vous avez évoqué cette exposition sur le ghetto de Florence, je dirais une des ghettos moins connus de l'Italie. Un ghetto, ghetto, vous savez, c'est horrible, invention italienne, d'abord vénitienne, début du XVIe siècle, puis romaine, 1555, puis florentine, 1570, et quand avec mes collègues et nous avons assuré ensemble le commissariat de cette exposition à Palazzo Pitti, nous avons commencé il y a quelques années à explorer la possibilité de monter une exposition sur la première exposition et depuis jamais sur le ghetto de Florence, qui était complètement rasé au fin du 19e siècle parce que c'était synonyme d'un passé néfaste. Et nous avons remarqué que les archives des Médicis sont les archives parmi les plus riches d'Italie, 12 kilomètres des archives, mais les objets, il restait très très peu, si jamais, et ça c'est sur une plus longue durée, bien sûr, que les objets de la Shoah, on parle de 4 siècles, mais les familles conservaient les livres des Torah, l'arche de la synagogue, quelques objets rituels, mais trouver des objets du ghetto de Florence, c'était presque impossible. Donc cette question de l'objet, de sa présence comme objet de recherche, mais aussi comme un objet muséal, je pense elle est cruciale pour qu'on puisse regarder, repenser nos pratiques de chercheurs et des commissaires, des directeurs de musées. Je pense que nous avons une très riche panorama pour ce deuxième table ronde et je vais tout de suite passer la parole à Michael Tal. Michael Tal, qui est directeur et conservateur dans le département, dans la collection des objets au musée de Yad Vashem à Jérusalem. Et il va nous parler cet après-midi de la narration dans le parcours muséal par les objets. Michael, bevakasha. Okay. So I will start to speak slowly for the translation, Je but vais since parler doucement pour la traduction, mais si je parle doucement, je ne vais pas pouvoir tout dire. Donc, je vais faire de mon mieux. Donc, dans cette présentation, j'aimerais me concentrer sur un objet qui a changé la signification au cours des années.
La collection d'objets de Yad Vashem est répartie en 3 groupes. Il y a les objets qui ont été produits par les nazis pour isoler les Juifs, pour les utiliser dans les camps. Et comme vous le savez, on essaye toujours de trouver l'histoire des personnes qui ont utilisé ces objets, mais pas l'histoire des objets. Deuxième groupe et le plus important, ce sont les objets quotidiens qui sont devenus très précieux pendant la guerre parce que dans certaines régions, les survivants les ont utilisés ou ils leur rappelaient des choses très importantes de leur vie. Donc, ils gardaient ces objets comme une sorte d'icônes ou d'objets très précieux. Et ensuite, ils les ont donnés au Yad Vashem. Et le troisième groupe, qui est le plus intéressant, je pense, ce sont différents souvenirs qui ont été produits dans le camp ou dans les ghettos qui montrent l'état d'esprit des prisonniers. J'aimerais que vous voyiez que sur chaque face ou chaque objet, les prisonniers ont indiqué leur numéro de matricule. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc, je vais commencer ma présentation. En 1995, Yad Vashem a commencé sa collection d'objets et une femme qui s'appelait Krista Chapinska a donné à Yad Vashem beaucoup d'objets qui venaient de sa vie avant la guerre et une partie qu'elle avait récupérée pendant la guerre. Et vous voyez un magnifique pendentif qu'elle portait une fois mariée après la guerre. À cette époque, on était très fasciné par ces objets, mais plutôt par leur histoire. Elle a également donné une lettre très intéressante que sa sœur a écrite à la femme qui s'est occupée de son fils. Et cette lettre a été lue lorsque le pape est venu à Yad Vashem. Donc l'histoire de cette famille était très intéressante. Un des objets que Kirisha a donné à Yad Vashem, c'était un pendentif qu'elle avait obtenu dans le camp de la part d'une amie en tant que cadeau d'anniversaire. Et c'est un très petit pendentif qui ressemble à un petit livre et à l'intérieur, on peut mettre des photos. Donc, on voit la photo de sa mère, d'une amie et de son mari. Donc, c'était des petits objets très importants du camp. Et à l'époque, on ne comprenait pas très bien ce phénomène de prisonniers qui donnaient des choses à d'autres prisonniers pour faire des cadeaux. On a eu beaucoup d'objets de la part de Krishna et c'est un d'eux. Et ici, vous voyez que ça a été fait dans le camp de Peterswaldau. Et vous voyez que son nom est marqué sur un des côtés, Kirishka. Et quelques 15 ans plus tard, lorsque Yad Vashem a commencé ce projet de collecte d'objets et de documents des personnes vivant en Israël, quelqu'un est venu à Yad Vashem et a apporté ces objets qui appartenaient à sa tante Dora Elfer, qui a immigré de Pologne à Paris lorsqu'elle
elle a réalisé que son frère avait été tué, elle s'est suicidée et tous ces objets ont été gardés par un membre de sa famille et donnés à Yad Vashem. Donc on ne savait pas beaucoup de choses sur ces objets, mais on s'est rendu compte que le même pendentif que celui donné par Kersha à Yad Vashem, 15 ans plus tôt, était là. Et on s'est dit que c'était quelque chose de spécial. En effet, cela avait été donné par le neveu de Dora Elfer. Et on s'est dit qu'on ne parlait peut-être pas d'un objet unique qui lui avait été donné par une personne, mais peut-être une sorte d'industrie qui était réalisée au sein du camp. Et nous avons écrit un article sur ces deux pendentifs et nous avons eu une rencontre avec un conservateur de musée en Australie qui nous a dit « Nous aussi, on a un pendentif identique dans notre collection. » Et 11 ans plus tard, une femme, en fait c'était sa fille, Léa Lask, nous a donné ces objets. Il y avait également un pendentif de ce camp. Et en fait, ces femmes ne s'étaient jamais rencontrées en Israël. Il n'y avait pas de connexion entre elles. Et donc, on a commencé à se dire que peut-être que dans le camp, il y avait un prisonnier qui avait le don, la capacité de produire ces objets artisanaux et de les vendre aux prisonniers, peut-être pour du pain ou des pommes de terre. Et en effet, comme à l'époque, comme c'est le cas actuellement, pardon, quand les gens voient quelque chose de nouveau, ils ont envie de l'avoir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'industrie clandestine qui s'était mise en place. Et en faisant des recherches dans la collection de Yad Vashem, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres objets qui présentaient les mêmes phénomènes. On a ici deux petits objets qui appartiennent à différents prisonniers qui montrer le camp et le matricule. En fait, apparemment, quelqu'un l'a fait à la fin de la guerre, probablement, parce qu'on voit le dernier camp qui est Nixdorf. En fait, on voit la liste de tous les camps sur ces petits médaillons. Et c'est la même idée, le même type d'objet donné au Yad Vashem à une occasion complètement différente. Et un des objets les plus intéressants dans cette collection, ce sont deux textiles qui viennent du camp de Langen-Below, un camp pour femmes. On voit la même composition. En fait, c'est une femme qui a sûrement brodé cela après la guerre et pas pendant la guerre. Mais on voit que c'est à peu près les mêmes objets. Et on pense qu'un prisonnier a fait cela et qu'une autre femme a dit « moi, je voudrais la même chose ». Et en fait, il n'y avait aucun lien entre ces deux femmes. Et lorsque j'ai demandé à cette femme, Léa Roth, qui a donné ce morceau de tissu, et lorsque je lui ai demandé « tu sais… où est l'autre exemple ?» Elle m'a dit « il n'y a pas d'autre exemple, il n'y en a qu'un ». Mais moi, je lui ai dit « j'en ai un deuxième. Donc, s'il y en a un deuxième, il y en a sûrement plus. » Donc, on a commencé à se dire que même s'il n'y avait pas de témoignages qui en parlaient, on pouvait voir avec ces objets
qu'il y avait une sorte de commerce clandestin, une industrie clandestine, quelqu'un qui faisait quelque chose de spécial et qui commençait à le vendre. Et cela nous a fascinés parce que les prisonniers travaillaient dur, ils mouraient de faim et soudainement, on voit quelque chose qui illumine sûrement leur vie dans ces conditions extrêmement difficiles. Et il y a également ce peigne qui a été donné à Yad Vashem l'année passée. C'était un don très important parce que le prisonnier qui l'a fabriqué a également rédigé un témoignage sur ce peigne. Et j'aimerais le lire. Il me reste 2 minutes, je vais essayer. Lors d'une occasion, j'ai découvert une machine qui permettait de couper du métal dur qui était utilisé pour la fabrication d'avions. Donc, j'ai réussi à couper du métal et j'ai dit à ma sœur qu'avec ces parties coupées, on ferait un peigne. Ma sœur était très douée techniquement. Elle a dessiné la forme du peigne. J'ai fixé les parties ensemble et j'ai réussi à coudre ou à fixer les dents du peigne. En effet, dans le camp, nos cheveux ont poussé, on n'avait rien pour les coiffer. Donc c'est de là que m'est venue cette idée. Donc j'ai réussi à voler certaines pièces pour pouvoir fabriquer ce peigne. Et c'est comme ça que le premier peigne a été créé. Et les prisonniers l'ont vu et m'ont demandé d'en faire d'autres. Mais en fait, il y avait un risque à cela. Il ne fallait pas que les officiers SS le voient, mais ces peignes sont devenus de plus en plus beaux et le commerce a commencé à fleurir, ce qui était de plus en plus dangereux. Et en fait, c'était les personnes qui travaillaient dans les cuisines qui étaient les plus intéressantes parce que elles étaient très intéressées. Et en fait, on a inscrivait sur le peigne notre numéro de matricule. Et donc, c'est quelqu'un... En fait, c'est ce qu'on pensait, mais on n'avait pas de témoignage de prisonniers. Et donc, pour revenir où j'ai commencé, le pendentif dit quelque chose de très intéressant sur l'expérience de Krishna dans le camp. Ça reste indéniable. Mais comme je l'ai dit, maintenant, cela appartient... On voit qu'il y a tout un groupe qui existait et qui avait ce pendentif et en fait qui essayait d'améliorer leurs conditions de vie malgré les conditions dans lesquelles elles vivaient et de s'offrir des cadeaux. Voilà. Michael, thank you very much for Merci this beaucoup, Michael. fascinating, for opening the doors Cette, for the présentation second panel fascinante and et for pour avoir demonstrating démarré ce both deuxième panel, really amazing objects, but en also montrant ces objets absolument fantastiques, letting très us surprenants, understand the nous faire museological, comprendre the également curatorial process that l'aspect de conservation de is ces part objets. of collecting, of accepting such qui items fait to a museum collection. partie, donc, de You made it l'acceptation very par les clear. musées de It's ces not collections. it's not a one shot. It's a long process. Pas quelque chose qui se fait d'un We jour à would l'autre, c'est un processus assez long. now Nous allons move maintenant to our second intervention. passer à notre this deuxième afternoon. panéliste. I would like cet to après-midi. give Enfin, the pour cette floor session, je voudrais donner la to parole two. We're going to see if it works first. Est-ce que ça But fonctionne? I will present donc Elisabetta Scheiser. Elisabeth She's Scheiser, the director qui est la of the directrice collections collections department at du département des Auschwitz-Birkenau collections State Museum, dans le and musée d'État de she's Auschwitz-Birkenau, accompanied qui est by Nel accompagnée Jaschałowska, par Nel
which is a conservatorist at the museum, and they would speak with us this afternoon about Auschwitz Museum, restoration and new technologies. The floor is yours. Okay, thank you very much for the invitation. At the beginning, I would like to start that all part before we are talking about the individual items, individual stories. So when Anya asked us about to choose some special object, we choose a children's shoe. And in few slides, I will tell you why. Because the children's shoe, as you can see in our museum, in Auschwitz Museum, it means 8,000 of shoes, children's shoes. And individual story is, each of them's got the individual story because they are 8,000. So we decided to take a story of all children died in Auschwitz as a one story. One story because the all items we have, I'm not using the word in English artifact because I personally, I don't like this word when I'm talking about the victims' personal things that they took to Auschwitz with the transportation. So it's not connected with the art. It's like evidence of crime. It can be historical document, but not artifact. So you can see the shoes. We choose the shoes, but at the background, I will show you only the numbers, what we have in our collection. So as you can see, 95,000 individual items. Shoes we have registered as a quarter meters and 2 tons of other items, because when museum started just after the liberation, and it was huge mass of the findings at the place. So the people created the museum, they didn't know how to do it, and maybe they have a good decision to make it in or kilograms or quarter meters, because they are the same typologically, the same objects, but in the pieces. So as you can see, what we are doing in the collection. We are 12 persons. I'm working for the museum more than 13 years. So we started many projects during this time, and we've done a lot of hard work also to cleaning all the bowls you can see here, 12,000 that we have in the main exhibition. And here what we have, so also suitcases, shoes, pieces of art, 4,000, art made during the camp, about 2,000, and 2,000 after the camp. Art is like, pieces of art, like drawings and so on. But still, I feel that we as Auschwitz Museums got all problems that we are talking about before. So donation, restitution, archaeological items, mass objects, individual objects, asking about familiars, asking about giving back the objects, strange objects like Radio Mengele, written the name inside, or a piece of bread from the camp. So we got these emails, and it's not really rare. The international in internet, the auction of internet, that people were selling a lot of trousers, blouse. Most of them are fake. Des pantalons, des objets personnels qui la plupart du temps étaient des fraudes, des fausses en fait. Nous avons donc certaines des questions que vous avez posées qui nous concernent, d'autres pas. Ici, donc il s'agit donc d'articles qui sont connectés aux victimes, des possessions personnelles, des chaussures, des lunettes, des petites boîtes. Ici, vous avez des exemples de tout cela, de ce que nous avons, de ce type d'objets que nous devons préserver et protéger. Notre projet, le projet dont on parle maintenant, ce sont les chaussures d'enfants. Grâce aux dons
de la fondation de Auschwitz-Birkenau. Nous avons commencé un travail de conservation pour ces chaussures d'enfants. On n'aurait pas pu faire ce projet nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire ce projet parce que nous travaillons sur le musée la plupart du temps. Nous travaillons également le week-end, donc il est très difficile de faire tout cela. Et donc, avant l'ouverture du musée, on commence parfois à travailler avant l'heure d'ouverture du musée et parfois après les heures de fermeture. Qu'avons-nous fait donc pour ce projet? Nous avons donc des machines spécifiques que vous pouvez voir sur la diapositive pour mesurer et pour peser les objets. C'est très utile. Nous avons donc différentes mesures. Nous prenons différentes mesures. Nous avons créé une base de données et nous avons donc mis des fichiers en place. Vous voyez aussi d'autres parties de notre travail. On ne travaille pas tout le temps dans des bureaux. Il y a également un travail physique de travail avec ces objets. Nous connaissons la valeur de ces objets. On connaît l'histoire. Et parfois, cela peut être un petit peu difficile. Ce projet a commencé il y a 1 an. Il devrait se terminer l'année prochaine. Donc, on est à mi-chemin. C'est très important, très intéressant. Dans cette masse de chaussures que vous pouvez voir, il est possible de trouver des choses nouvelles également. Ce n'est pas uniquement des chaussures. Nous avons donc une deuxième semelle dans certaines chaussures. Et donc, on a pu trouver, par exemple, des bijoux qui étaient cachés sous ces 2 semelles. Mais donc, vous pouvez imaginer examiner 12 000 chaussures. Pour le faire, ça prend beaucoup de temps. Donc, on travaille toujours sur les chaussures. Certains de mes collègues, ils travaillent tous les jours. Je vais vous montrer un petit film qu'on a préparé pour cette occasion. Ce que l'on fait pour le projet, quel est donc le processus.
Et je vais laisser parler ma collègue du laboratoire de conservation. Un excellent laboratoire où nous faisons beaucoup de choses dernier cri au point de vue technologique et qui certainement sera très intéressant pour vous. Merci, bonjour. La plupart de ces chaussures sont faites de cuir et de textile. Les semelles et les talons sont faits de bois et de caoutchouc. Nombre de chaussures ont encore leurs lacets. Il y a des couleurs assez vives. La conservation de ces chaussures est le premier défi pour notre laboratoire, en faisant référence à la collection de ces artefacts en grande quantité. La plupart de ces produits donnent donc un numéro de taille. La plupart de ces chaussures représentent des problèmes de conservation. Cependant, la plupart de ces chaussures ont des caractéristiques uniques, telles que des matériaux ou des semelles ou des talons avec des distorsions qui sont vraiment conformes et spécifiques aux personnes qui ont porté ces chaussures. Donc, il y a des fissures, il y a des morceaux qui ont été rajoutés. Il y a également peut-être des lacets qui ont été rajoutés. Il y a des taches qui sont spécifiques à chaque propriétaire. Donc, la plupart des objets sont en grande quantité. Comme vous l'avez mentionné, c'est également un défi. Alors, nous avons différentes classifications dans le laboratoire. Donc, les dommages subis par les objets dans les laboratoires de conservation se répartissent en différents dommages. Le processus de planification de ces conservations est établi par des techniciens de laboratoire. Il s'agit notamment d'examiner les méthodes de tannage, les méthodes de fabrication, de comprendre les causes de dégradation, ainsi qu'une compréhension donc de leur histoire, de leur structure. Plus nous avons de connaissances, moins nous courons de risque de prendre de mauvaises décisions. Avant de commencer donc la conversation de ces chaussures d'enfants, une série de tests chimiques sont menés. Cela comprend différentes méthodes, avec différentes méthodes. De plus, une recherche a été réalisée sur des campus d'études modernes. Nous utilisons donc une chambre climatique, notamment pour étudier les différentes altérations. Nous faisons également une recherche très poussée sur le caoutchouc pour comprendre comment certaines chaussures ont été bien conservées. D'autres chaussures donc ont connu un processus de dégradation beaucoup plus poussé. Ce que l'on peut faire pour ralentir ce processus dans les laboratoires de recherche, dans les analyses donc physiques cliniques, on utilise différentes méthodes, notamment la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier qui permet d'analyser la composition des matériaux en termes de composés organiques, la fluorescence utilisée pour déterminer la composition élémentaire de la surface des matériaux, principalement des métaux et des minéraux, le microscope numérique avec spectroscopie à des compositions induites par laser, permettant l'analyse qualitative de la composition élémentaire de l'image 2D et 3D. Les chaussures sont également examinées pour leur propreté
Nous utilisons des différentes méthodes pour lutter contre les pollutions des micro-organismes qui sont nuisibles donc aux objets historiques. Nous avons différentes techniques, l'utilisation de peroxyde d'hydrogène vaporisé, tout cela pour donc comprendre les différents niveaux de dégradation. Donc, afin de comprendre ces processus, nous avons développé 3 méthodes, donc l'hydrogène peroxydé, la contamination avec le taux de laser et la contamination, un autre type de contamination. Après avoir fait cela, nous pouvons finalement commencer le travail de conservation. Les chaussures sont aspirées à l'aide d'un système d'aspiration centrale équipé d'accessoires souples. Ensuite, ces surfaces sont nettoyées, le processus est facile à contrôler. Il s'agit de dégradation irréversible, donc de faire très attention. Nous n'éliminons que les contaminants de surface, traitant les salissures plus étroitement liées comme des traces historiques originales. D'autre part, donc, le problème de corrosion. La corrosion active et stabilisée et la surface des éléments est protégée par un revêtement qui protège des conditions atmosphériques. Le cuir est également consolidé localement, là où l'acier corrodé a provoqué une forte dégradation et là où le cuir a perdu son élasticité et est devenu cassant. Les éléments textiles déchirés ou détachés sont fixés par des coutures, mais uniquement dans les zones susceptibles de se détériorer facilement. Après que ce travail ait été fait, donc une documentation photographique est faite. Le projet implique des restaurateurs, des chimistes, des microbiologistes, des concepteurs de chaussures et des personnes chargées de la documentation photographique et descriptive. La décision de conserver les chaussures a été prise en raison de leur état et du rôle éducatif important qu'elles jouent. La conservation des chaussures d'enfants n'est pas seulement une question de préservation des preuves matérielles d'Auschwitz. C'est aussi une tentative de raconter une histoire tragique. Par leur forme, leur couleur et leur état, les chaussures racontent l'histoire de leurs propriétaires. Dans cette immense diversité, chaque trace conservée contribue à dresser le projet de chaque individu. Elisabeth, and thank you very much for really this comprehensive. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ce point de vue extrêmement intéressant dans ce projet très riche. Donc, lorsqu'on réfléchit donc aux différents objets de la Shoah, beaucoup de questions nous viennent à l'esprit. Vous vouliez dire quelque chose, Elisabeth? Oui. Nous faisons le même type de travail pour tout type d'articles. Donc, c'est un travail continu. Oui, je pense que mes collègues vont avoir plus de questions. Nous allons passer à notre troisième panéliste, Peggy Frankston, qui représente donc la France dans l'Institut national de Rubenstein au musée du Mémorial, va nous parler donc des différents rôles de ces objets en termes d'éducation. Je vais parler en anglais parce que je voudrais équilibrer, mais je pourrais répondre aux questions en français. I see that a lot of the things that I'm going to present touch on things that others have. Je vois ici que pas mal de choses ont déjà été évoquées, à savoir les chaussures qui sont vraiment très emblématiques. Je vais donc vous parler des objets de la Shoah, du spécifique à l'intemporal, comment les objets du quotidien sont utilisés dans les outils et les programmes éducatifs et comment on utilise cela dans nos programmes pédagogiques. Si vous vous demandez pourquoi je parle du spécifique à l'intemporel, j'ai pris donc une citation d'un
musicien qui, dès qu'il a une compréhension mystique de la musique, et c'est ce que font les objets, à savoir, donc, il passe du spécifique à l'intemporel. Bien avant son ouverture, le musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis a été confronté au défi de trouver un équilibre entre le passé et le présent, ainsi que l'avenir. Comme l'a écrit Elie Wiesel dans le document fondateur du musée, un mémorial qui ne tient pas compte de l'avenir violerait la mémoire du passé. Comment enseigner ce qui s'est passé pendant l'Holocauste? Je sais que c'est des questions qui semblent évidentes. Tout le monde parle de choses spécifiques qui font exactement cela. Mais moi, je vais essayer de commencer par le général. C'est non seulement ce qui est arrivé aux Juifs, mais aussi d'autres victimes qui ont été ciblées par l'Allemagne nazie. Comment faire comprendre l'incompréhensible? Comment faire comprendre à des groupes divers et variés de visiteurs qui entrent dans notre musée, et maintenant l'ère numérique, aux centaines de milliers de personnes qui nous rejoignent virtuellement, ce qui s'est passé pendant la période de 1933 à 1945. Elie Wiesel lui-même en doutait que ce soit possible. Le jour de l'inauguration du musée, en avril 1993, il a déclaré « Comment comprendre que des êtres humains puissent choisir une telle inhumanité? Comment comprendre que malgré tout, il y a eu de la bonté à cette époque chez les individus ?» Il n'y a pas de réponse. Et ce musée n'est pas une réponse, c'est une question. Voici les chaussures. Les visiteurs ont souvent du mal à saisir l'énormité des crimes commis, alors que le nombre de personnes assassinées, déplacées et affectées est si important. L'importance que le musée accorde aux artefacts, leur capacité quasi mystique à transmettre un sens, est évidente dans le thème du calendrier de cette année. On essaie d'expliquer aux étudiants comment le musée utilise ces artefacts au musée de l'Holocauste en mémoire de ses victimes. Voilà un exemple de tout cela, de nos leçons en ligne. Et c'est ce qu'on fait vraiment avec nos artefacts. Comme c'est le cas pour nombre des institutions présentes aujourd'hui, notre principal outil pédagogique est notre exposition permanente, les photos, les films, les documents et les artefacts éloquents qui la composent. Chaque objet raconte une histoire personnelle et au fur et à mesure que le visiteur avance, il devient évident que la Shoah n'a pas été perpétrée sur une masse indifférenciée, souvent représentée par des chiffres énormes. Mais pour paraphraser Serge Graffel, il s'agit d'un crime commis contre un autre individu, et un grand-parent, et un professeur de musique, un cordonnier, un nouveau-né et une jeune épouse, tous faisant partie d'une communauté plus large. Mais que faisons-nous du nombre sans cesse croissant d'objets qui ne font pas partie de l'exposition permanente du monde, ni d'aucune exposition temporaire? Sans preuve, il n'y a pas de preuve du crime. Donc, il faut garder tous ces objets, sans quoi la mémoire de cette Shoah pourrait vaciller. Donc, nous avons les 26 867 artefacts qui composent notre collection et qui sont stockés dans notre centre ultramoderne de collection, conservation et de recherche de la famille Chappell, inauguré en 2017 et situé à une vingtaine de kilomètres de Washington. Cela permet une rotation de ces objets fragiles, tout en les rendant accessibles aux chercheurs. Les différentes salles de stockage climatisées, les installations pour la restauration et la préservation des objets en tissu, en métal, en porcelaine, en bois ou en papier. Les opérations complexes de préservation et de stabilisation de notre collection pourraient certainement faire l'objet d'une présentation entière en soi. Et voilà l'un de nos objets favoris. C'est une histoire très intéressante. Les objets que je présente aujourd'hui sont tous les deux liés à la notion de résistance. Leur donateur, séparé par plus de 70 ans,
et plusieurs continents étaient convaincus que le musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis était le lieu où le pouvoir de transmission de leurs précieux objets serait le plus efficace et atteindrait le plus grand nombre de personnes. Le premier objet dont je vais vous parler n'est pas particulièrement exceptionnel. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique Sar Bonifacio de 7,65 mm, fabriqué en 1920 pendant la Première Guerre mondiale par la société espagnole Star Echevarria, située au Pays Basque, qui a produit des milliers de ces armes pour les troupes et les officiers français. Aujourd'hui encore, plusieurs milliers d'armes en bon état de fonctionnement peuvent être achetées en ligne. J'ai commencé en disant que ce pistolet n'est pas exceptionnel, mais permettez-moi de clarifier cela. Il y a deux particularités, notamment lorsqu'il s'agit de transporter une arme à feu en dehors de l'Europe après le 11 novembre, après le 11 septembre. Cela n'a pas été facile de le faire passer de la France et la suite. Ça explique le combat de 7 ans, 10 mois et 3 jours que j'ai mené à partir du moment où le donneur a fait fortement savoir qu'il voulait donner cet objet au musée en m'opposant avec vigueur aux résistances, aux forces antagonistes administratives et aux réticences, pour faire que cet objet aille de Genève à Washington en passant par la France. Et je dois remercier les personnes qui m'ont aidé à le faire. La famille Hertz a quitté le régime nazi, a fui le régime nazi en quittant l'Allemagne pour trouver refuge à Dijon, et puis elle est allée dans la zone libre. Herbert a rejoint son baccalauréat à Riom et ensuite il a rejoint la résistance à Grenoble. Un grand nombre de ses camarades étaient des membres des brigades internationales qui luttaient pendant la guerre civile espagnole. Et il est possible qu'il ait obtenu le pistolet de cette façon. En tant que spécialiste technique de la division Carmagnole à Lyon et du détachement de la Liberté à Grenoble, il était responsable du dépôt d'armes. En se souvenant des armes qu'il gardait en état de marche, il remarque dans son récit de guerre que certains revolvers étaient si vieux qu'ils auraient tous aussi bien pu être des pièces de musée. En tant que membre de bataillon de la Liberté, il et ses camarades participaient à des opérations de sabotage pour ralentir la production destinée au régime nazi. Et à un moment, il raconte qu'il a tenu en joue un gardien d'usine alors que ses camarades trafiquaient les équipements utilisés pour fabriquer des équipements pour les nazis. Et son frère plus âgé a essayé de partir en Suisse, mais il a été arrêté et il a été tué en 1942. Et même si sa mère a essayé de convaincre Herbert de ne pas continuer ses activités de résistance, il a risqué tout et a continué. En 1946, il a présenté un document racontant ses mémoires devant une audience enthousiaste dans une librairie dans la librairie du Mémorial. Et le pistolet semi-automatique est situé aux 2/3 du cheminement vers de l'exposition permanente du musée dans une salle appelée le dernier chapitre, The Last Chapter, qui rend hommage aux efforts de sauvetage et de résistance à la victoire des Alliés et aux conséquences de l'Holocauste. Et quand j'ai accompagné un groupe de jeunes Français, ils sont
En fait, ils étaient très intéressés et même soulagés de découvrir que les Juifs ne s'étaient pas simplement laissés conduire à l'abattage, mais qu'ils avaient pris les armes pour défendre les pays où ils habitaient aux côtés des non-Juifs. Cependant, les armes ne sont pas utilisées spécifiquement dans des programmes éducatifs. Le musée n'a pas de programme, mais le musée a un programme éducatif et des films qui traitent de la résistance. Le pistolet de Monsieur Hertz, lié à son histoire personnelle, répond à cette question et d'autres questions telles que quelle était sa motivation pour rejoindre la résistance, quels étaient les dilemmes éthiques auxquels il était confronté, comment sa participation à la résistance a affecté ses choix post-guerre et comment il a lutté pour faire reconnaître 117 personnes non juives comme des justes parmi les nations. Une des ressources éducatives est une bande de nouvelles qui vient d'un réseau Manoucha qui montrait les conséquences pour les personnes de la résistance trouvées en possession d'armes. Et si les objets de la résistance nous permettent de comprendre le passé, il faut également voir que ces objets nous permettent de comprendre également le présent. Et entre décembre 17 et août 2018, le musée du mémorial de l'Holocauste a présenté une exposition temporaire appelée 82 noms la Syrie ne nous oubliez pas, qui a été visitée par plus de 300 000 personnes. En fait, c'est une personne qui, une fois libérée de prison, a caché les noms et les numéros de téléphone de ses co-détenus, décrits avec du sang et de la rouille sur des bandes de tissu cousues dans la chemise qu'il portait le jour où il a été libéré. Le film est la base d'un site web particulier, www.82 noms ou 82 names, comme vous le voyez à l'écran. Et c'est le point de départ pour des discussions animées pour différents publics aux États-Unis, en Iran, au Moyen-Orient, en Europe et tout particulièrement en Allemagne, qui a accordé le refuge à un grand nombre de Syriens. Le comité IHRA a dédié à l'Holocauste, au génocide et aux crimes contre l'humanité, recommande fortement la visualisation de ce film en tant que ressource pédagogique. Mazia Barari, qui est le producteur de ce film, dit que l'une des principales réussites de cette personne, c'est sa capacité à rester en vie. Il a montré que qui que nous soyons et d'où nous venions, nous devons prendre en compte l'Holocauste. Et cela veut dire que nous tous, en tant qu'êtres humains, devons faire attention à la tragédie syrienne et essayer de trouver une solution, d'y mettre un terme. Je sais qu'actuellement, les autorités syriennes responsables de ce crime sont jugées en in absentia à Paris. Et il y a... Et comme je le disais, le comité dédié à l'Holocauste, le génocide et les crimes contre l'humanité recommande fortement de voir ce film. Et il y a ce qui a été décrit par Elie Wiesel pour les morts et les vivants. Nous sommes les témoins. Pour non
seulement pour ceux responsables de la mémoire des morts, nous sommes également responsables de ce que nous faisons pour ces mémoires. Et en conclusion, je dirais, le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. Merci tous pour votre attention. So, thank you very much. Merci beaucoup, Peggy, LGBT et Miraël, pour cette excursion dans 3 continents. Et cela soulève beaucoup de questions. Lorsque Anna m'a demandé de participer à cette journée, j'ai lu un des romans les plus intéressants écrits par un membre de l'Holocauste. Et il choisit une remarque très intéressante. C'est un plaisir de parler des difficultés du passé. C'est peut-être une note humoriste. Vous voyez la traduction en italien, on a la traduction dans d'autres langues, etc. Et en fait, il a écrit ce roman en 1975. Et lorsqu'on y réfléchit, il utilisait la forme la plus pure de matériel pour raconter une histoire. Et parfois, dans certains chapitres, les matériaux deviennent des objets. Donc, pour ouvrir la discussion, j'aimerais vous demander de peut-être commenter sur cette dualité qui dérive de tout ce que vous avez dit sur les objets en tant qu'outils qui avaient une fonction, pas toujours claire, comme Miraël l'a expliqué. Parfois, ça prend du temps de comprendre la vraie fonction, et les objets comme des outils au sein d'un musée, ce qui est différent. Donc, comment on combine les deux sans perdre un des aspects? À l'institution, on a l'endroit et les objets. C'est une bonne chose, mais également un problème, parce que notre stockage est dans le bâtiment originel. Donc, nous avons besoin de technologie, mais on ne peut pas, parce que les objets sont des petits objets, mais notre espace de conservation sont des bâtiments. Donc, ce sont eux aussi des objets qu'on ne peut pas déplacer. Donc, il n'est pas facile de trouver un compromis, tout particulièrement en raison d'une loi en Pologne où on doit demander aux conservateurs si on peut le faire. Donc, c'est pas moi ou mes collègues, mais il y a un an, il y a eu une discussion avec le Conseil international de Auschwitz, et nous avons décidé que les modifications que nous allions faire allaient être faites à Auschwitz I, parce qu'il était nécessaire de trouver de l'espace pour des expositions. Mais Birkenau, la deuxième partie, qui est plus grande, serait toujours traitée comme un espace de mémoire, un cimetière. Donc même aujourd'hui, on ne fait pas de recherche archéologique à Birkenau. Le musée a décidé que cet endroit serait laissé tel quel, comme un endroit mémoriel. Et bien sûr, on fait des travaux de préservation sur le bâtiment, même actuellement. Donc, nous avons un archéologiste sur place, un archéologue, et il y a 1200 objets qui sont arrivés, mais vous savez, ce film ou ces recherches, ce film de 1976 a été unique. En fait, il y a eu des recherches qui ont été conduites, mais maintenant, on a décidé d'arrêter. On a des archives, on a beaucoup de documents, on a des objets, on sait ce qu'on peut avoir et trouver à Birkenau.
en raison des objets que l'on a déjà. Mais il faut également penser à l'avenir. Et il faut décider si on est prêt à voir ces objets dès maintenant, si on a l'espace, si on a les méthodes de préservation et l'argent pour cela, ou s'il est mieux de les laisser sous terre. Donc, pour le moment, on a décidé que si les objets ne sont pas hors terre, on ne les cherche plus. On les laisse tels quels, où ils sont. Nous savons que ce n'est pas l'archéologie du passé qui va nous apporter davantage d'informations. On sait, on a des témoignages, des documents, des photos, les plans. On n'a pas besoin de rechercher de nouvelles informations. Bien sûr, dans 1200 objets sous terre, on va peut-être trouver un ou deux qui auront des petites spécificités particulières. Mais la question, c'est est-ce que cela vaut le coup de faire davantage? La question que vous soulevez est très profonde, Elisabetta, et tout particulièrement sur un site tel que le vôtre. Et je vous remercie de commenter, chers panélistes, sur ces points. C'est complexe parce que nous sommes en train de réorganiser de l'exposition permanente. Et moi, je ne suis pas en charge de cela. Mais lorsque je parle de différents publics et lorsque je montre les objets modernes, c'est parce qu'on veut toucher des personnes qui sont des musulmans arabes ou des arabes, des témoins de Jéhovah, qui sont philippins ou des immigrés de l'Amérique du Sud, et on veut que cela leur parle. Et donc, nous sommes en train de décider quoi faire. Mais en fait, ce qui a été décidé, c'est que les chaussures allaient rester et on peut les sentir, on peut sentir leur odeur. Et on a une tour de photos et cette tour vous indique la personne, les personnes qui étaient là. Et ce qui m'a frappé dans votre question, c'est qu'on a une exposition itinérante qui s'appelle État trompeur, qui vient de la France. Et j'ai amené des jeunes de la banlieue venir voir cette exposition. Ils ont commencé à regarder les différentes affiches, à écouter les audios, regarder les uniformes. Et puis, ils ont fait la connexion eux-mêmes et ils se sont dit « Ah, c'est comme Daesh. Cette propagande, c'est ce qu'on entend actuellement dans la propagande de Daesh. » Et donc, ces types d'objets a donc un double objectif, comme vous l'avez suggéré. Oui, c'est une remarque très intéressante. J'aimerais ajouter quelque chose. En fait, les gens sont toujours intéressés d'aller voir la collection de Yad Vashem. En fait, lorsque les gens viennent voir la collection, ils sont vraiment impressionnés par les objets. Et on est dans le monde du numérique et de l'Internet. Et lorsque les gens peuvent maintenant voir les objets originels, ils sont vraiment impressionnés. Et lorsqu'ils voient la collection, je commence à leur parler des raisons pour lesquelles ces objets sont importants. Et je leur montre par exemple une ceinture simple que le survivant, sur laquelle le survivant a mis une étiquette.
Et en fait, je leur dis, eh bien, vous savez, cette personne, avant d'avoir donné la ceinture, il en a fait un objet particulier. Et donc, il y a la première signification qui expire, et là, on a un nouvel objet. Mais d'autre part, nous devons vérifier, par exemple, si on parle par exemple de ceinture, je me demande comment se fait-il qu'il y ait autant de ceintures qui aient survécu pendant la guerre? Ça veut dire que l'on peut peut-être trouver des traces de ces ceintures chez les prisonniers du camp. Et ça veut dire qu'il y a toujours des traces de ces personnes là, mais pour chaque personne, ça a une signification différente. Par exemple, la première personne qui me l'a donné m'a dit que ça appartenait à sa sœur, qui lui a donné lorsqu'elle est décédée. Il a décidé de garder cette ceinture pour la ramener à sa ceinture, à sa sœur, pardon. Donc, en fait, pour lui, ce n'est pas une ceinture, c'est sa sœur. Donc, à chaque fois, lorsqu'on voit toutes ces ceintures, il faut se demander ce qui est associé à la première utilisation de cette ceinture. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Cela me fait penser que M. Hertz était très déterminé de voir ce pistolet mis dans l'exposition. Mais on parle de l'utilisation originelle du pistolet, c'était de tuer ou de menacer des personnes. Mais à cette époque, il a déjà dit que ça ressemblait déjà à une pièce de musée. Ça fonctionnait déjà pas. Donc c'est un peu ironique de voir que ça a été utilisé dans un musée, mais même au moment où il l'utilisait pour sa fonction originelle, il pensait déjà que c'était un objet de musée. Oui, cela reprend ce que vous avez dit lorsque vous avez, Mireille, lorsque vous avez présenté la petite pièce. C'était sur une sorte de morceau de marbre. Et en fait, ça a été transformé en pièce de musée, même chez eux, parce que bien sûr, dans les camps, ils n'avaient pas de marbre. Et moi, j'aimerais aller sur un sujet qui pourrait être très controversé. Lorsque on pense à la mémoire de la Shoah et la façon dont c'est traité par les musées. Vous, et Elisabeth, vous avez mentionné la particularité de Auschwitz, mais il y a les images, les recherches d'images qui étaient très actives dans les années 50, 60. On voulait toujours trouver des images. Après, on est passé au témoignage avec le projet de Spielberg. Et il y a les outils cinématographiques et pour recueillir les témoignages des personnes avant qu'elles ne meurent, et puis ensuite les objets. Alors, nous sommes en 2024, donc la question de la réalité virtuelle est extrêmement présente. Et il y a une exposition tout à fait différente. Le musée d'Orsay, qui célèbre 150 ans d'impressionnisme, eux aussi ont des objets. Ils ont les meilleures peintures du monde et ils ont décidé cette année d'organiser une autre grande exposition en parallèle. Donc, est-ce que les musées de l'Holocauste devront utiliser ces nouvelles technologies avec des objets? Je vais utiliser cette opportunité pour parler de la nouvelle exposition que l'on organise. Je fais partie du Conseil international de l'Auschwitz et Auschwitz ne va pas utiliser la réalité virtuelle, les hologrammes, etc. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas faire. On veut rappeler aux gens quels sont
sont les idées principales de son lieu. Et j'aimerais dire que ce musée a été créé par un ancien prisonnier, par une victime, pas une seule victime en fait. Il s'agit d'une famille. C'est la fille de deux anciens prisonnier qui a créé ce musée et elle vit à Auschwitz en fait, où elle a vécu toute sa vie dans ce lieu. Et l'idée du musée, c'était de montrer la masse des objets parce que cela est émotionnel. Et si on change cela, à l'intérieur des vitrines, eh ben, on a trouvé des choses qui on ne savait pas étaient là. Donc, avec les chaussures, vous savez que cette exposition est créée pas sur le sol principal, mais c'est un endroit qui est un petit peu en pente. C'est pour donner l'impression qu'on en a plus. Et donc, dès le début, il pensait à cette signification émotive ou liée aux émotions. On a également d'autres vitrines, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour la principale exposition. Tout d'abord, on a créé le musée pour montrer la vision des prisonniers. C'est pas de la propagande, et on n'a pas l'administration SS. On n'avait pas beaucoup d'objets liés à l'administration SS parce que l'intention de ce musée, c'était vraiment de commémorer les victimes, de les montrer, de montrer leur point de vue. Et dans la nouvelle exposition, il y aura une partie qui parlera également des bourreaux. Et c'est quelque chose qui va arriver l'année prochaine. Peggy, est-ce que vous aimeriez commenter sur la réalité virtuelle par rapport aux objets? L'utilisation des objets d'un côté, l'utilisation de la réalité virtuelle de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aux États-Unis? On utilise des hologrammes, on en a créé. On les a utilisés également avec nos donneurs. Et c'est ce dont je parlais lorsque je parlais d'évoluer vers l'avenir. Lorsque l'on va au musée, comme c'est le cas ici, on utilise un QR code et puis vous avez les audioguides qui sont disponibles en 15 langues et c'est assez efficace. Mais les personnes, tout particulièrement au cours de la période de Covid, qui ne pouvaient pas garder le musée ouvert, on a modifié nos outils pédagogiques et c'est pour ça que je vous ai montré les liens. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les professeurs maintenant, jusqu'à un point où, en fait, on avait des séminaires pour les enseignants et on expliquait aux enseignants comment expliquer l'histoire de l'Holocauste. Et maintenant, la plupart de ces séminaires se tiennent en distanciel, alors qu'avant, les professeurs venaient sur place. Donc, c'est là où on utilise les outils du 21e siècle. J'aimerais parler de la réalité virtuelle. En fait, la semaine dernière, je pense, Google.org a commencé une coopération avec la fondation de Auschwitz-Birkenau et ils nous ont donné $1 million pour la réalité virtuelle.
pas pour des objets en 3D, mais notre réalité virtuelle, c'est une visite en ligne avec un guide. Donc, les gens sont connectés avec une personne qui fait, lui, la visite sur place et les gens sont connectés avec leur téléphone et c'est disponible en 23 langues et on peut se connecter en ligne à différentes heures parce que il y a les fuseaux horaires et en général, cela prend 3h30. C'est en fait le temps pris par une visite normale. Et c'est pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur place. C'est pour ça que tout d'un coup, ça m'est venu à l'esprit cette idée. This tension between the object and the desire to sometimes touch the Est-ce que vous pouvez nous parler davantage donc, de cette invention des nouvelles technologies dans le monde muséographique? Eh bien, ça fait presque 20 ans que nous avons mis en place notre travail et d'ici quelques années, je pense que nos équipes auront peut-être une nouvelle idée du musée, avec beaucoup de changements. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je pense qu'en permanence, il nous faut réfléchir à de nouvelles façons d'attirer les visiteurs dans les musées. Les visiteurs apprécient beaucoup de voir les artefacts originaux. Il faut trouver la meilleure façon qu'il soit de présenter ces objets, parce que des fois, ça peut être un petit peu ennuyeux. Personnellement, je pense que il nous faut avoir des façons de connecter les personnes à l'exposition. Par exemple, à Notre-Dame, aujourd'hui, il y a eu une expo que j'ai trouvée très intéressante parce que ça implique les gens qui ont construit Notre-Dame ainsi que le studio d'artistes. Et donc, les travailleurs deviennent un petit peu des stars de cinéma. Les personnes qui étaient sur la place prenaient des photos avec donc cette expo et donc tout le monde est impliqué dans cette expo et je trouve cela très intéressant. C'est une façon d'attirer les visiteurs dans une exposition qui pourrait être un petit peu ennuyeuse, juste des photos de gens qui travaillent. Donc ces nouvelles méthodes, je pense qu'en fait que on pourrait trouver des façons d'attirer davantage de des visiteurs. En fait, ce qui découle de ce que vous avez dit, qui montre différentes façons de répondre à la question, c'est que il s'agit de mettre en question en permanence la fonction de l'objet. Ma grand-mère, qui a survécu à Auschwitz, n'en a jamais parlé. Elle l'a fait la semaine dernière avec une petite cuillère qu'elle avait. Donc, il s'agit donc d'apprendre des choses à partir de l'objet, en nous disant des choses à partir d'un objet, de l'histoire d'un objet. Donc, c'est le message de l'objet que la personne utilise. Et parfois, il y a des chemins conflictuels entre l'objet qui est au musée, l'objet qui est également utilisé par la personne. Alors, tout cela s'est passé il y a 20 ans. C'était pas la semaine dernière, hein, c'était il y a 20 ans. Thank you so much, all of you. On n'a pas gardé la cuillère. Lorsque j'ai vu ces chaussures, qui sont en contact permanent avec les personnes qui les ont portées, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'ADN. J'ai donc réalisé qu'il n'y avait pas de base de données dans lesquelles on pouvait les comparer. Mais qu'en est-il si c'est toujours viable? On pourrait peut-être mettre en place une base de données. C'est difficile. Parce que c'est une question qui nous arrive parfois, l'ADN.
Une base de données, je ne sais pas s'il est possible d'en mettre une en place. En fait, le problème, c'est que il faudrait essayer de rencontrer les personnes qui avaient au cours de la Deuxième Guerre mondiale, essayer de comparer les problèmes qui existaient. Une famille dont le fils n'était pas vraiment le fils, parce que la mère a jamais dit qu'il y avait eu une aventure et l'ADN était négatif, donc ça pourrait causer des problèmes majeurs. Bien sûr, je ne sais pas si on peut prendre l'ADN, des fois c'est pas possible. Parfois, on fait des analyses d'ADN dans les laboratoires de criminologie à Cracovie. On a fait cela donc avec les livres couverts par de la peau humaine. Donc c'est pas dans la collection publique. Donc l'acquisition de ces objets même date de l'année dernière. Nous avons des emails, des coups de téléphone parfois. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai une femme qui m'a appelée et a essayé de savoir si un livre était fait de peau humaine ou pas. C'était pas la première fois. La première fois, c'était vrai. Les albums photos étaient couverts par de la peau humaine. Nous avons un laboratoire, donc on peut faire des recherches dans notre laboratoire. Alors, l'ADN. Trouver de l'ADN humain dans certains objets, oui, ok, mais comparer, faire des recherches entre les membres de famille, je ne pense pas que c'est une chose à faire. Je peux même pas imaginer le travail qui en découlerait. Prendre des échantillons de 8000 chaussures, ça signifie des milliers et des milliers et des milliers de chaussures. Des valises. Il y a souvent eu plusieurs propriétaires, plusieurs ghettos. Et parfois, la personne qui a commencé à Auschwitz n'est pas terminée à Auschwitz. Elle a pu terminer dans d'autres camps. Donc, on est en train de préparer la base de données pour les valises. On essaie d'utiliser une nouvelle technologie, mais c'est un gros sujet. On fait des photos, on a les caméras infrarouges. On peut également voir des noms qui sont invisibles pour le moment à l'œil nu. Je pense que la première partie sera prête l'année prochaine. 500 valises avec leur nom, avec leur histoire. Certaines valises ont 2 lignes d'histoire, mais on a une base de données mondiale. Donc, différentes archives l'utilisent. Certaines valises ont 40 ou 50 pages d'histoire. Et au cours de ce travail, nous avons également mis en rapport les valises et les chaussures. Donc, un projet avec les chaussures. Le deuxième projet, en fait, c'est la collègue qui bossait sur les chaussures qui a bossé sur les valises. Merci beaucoup. Vous pouvez montrer une ADN intellectuelle en quelque sorte, en mettant donc les désirs, les émotions, les craintes qui sont liées, par exemple, à un propriétaire
Oui, sur l'ADN, je prendrai l'exemple de la guerre civile d'Espagne, où les archéologues trouvent les corps, font de l'ADN et découvrent 80 ans plus tard que les pères ne sont pas les bons pères. Est-ce que la science, les historiens d'aujourd'hui doivent apprendre aux familles qu'il y a des secrets de famille? C'est un gros problème éthique qui est en Espagne, et ils ont décidé d'arrêter à cause de ça, parce qu'il y a beaucoup de cas où le père n'est pas le père à cette époque-là. Je voulais dire aussi que la Pologne, bravo, parce que la Pologne est en avance sur ces questions. C'est vraiment un modèle, je pense qu'il faut qu'on comprenne. En archéologie, après la guerre, l'archéologie polonaise était vraiment à la pointe. On l'oublie un peu en Europe, ces questions-là. Et je voulais parler des chaussures, parce que au Chruttów, on est en retard sur les chaussures. En 1950, les chaussures, qu'est-ce qu'on a fait? On les a jetées à la poubelle. En 1990, les historiens du Chruttów, donc ceux qui parlent du Chruttów aujourd'hui, il y avait encore des chaussures. Ils ont dit, oh là là, elles sont pourries. Ils ont fait un feu dans le camp et ils ont brûlé en 1990 les chaussures des déportés. Il en reste aujourd'hui une vingtaine. Voilà, on n'avait pas une conception identique à celle qu'on a aujourd'hui sur les traces matérielles. Et on n'a pas... L'Auschwitz, c'est des surfaces énormes, c'est des vestiges, des mètres carrés, des hectares de vestiges, des milliers, c'est des échelles phénoménales. Et nous, au Chruttów, on n'a rien. On a des vestiges, mais sur une petite taille, des objets, on en a très peu, parce qu'ils ont été détruits, parce que le musée a brûlé en 1976 par des néo-nazis qui ont brûlé les collections, donc on n'a plus rien. Et là, l'archéologie, elle va permettre d'avoir des vrais objets pour les collections. Et l'archéologie, c'est pas juste chercher des objets pour mettre des objets dans les musées. Il doit y avoir une question historique derrière. Quand on fouille aujourd'hui, on fouille dans la carrière. C'est pour mieux comprendre que faisaient les déportés dans cette carrière, à quoi ça servait, pour compléter ce que les archives disent. C'est vrai qu'Auschwitz, les archives, c'est énorme. Nous, on a très peu. Et les cas sont différents en fonction des lieux, en fonction de la connaissance historique. Pour les chaussures, on a restauré la chambre à gaz récemment, qui a été réouverte au public il y a 2 ans. Et on a fait une opération archéologique au-dessus de la chambre à gaz, dans le grenier, et on a trouvé dans le plancher, dans les fentes du plancher de bois, énormément de fragments de chaussures. Découpés, chaussures d'enfants, chaussures de femmes, chaussures d'hommes, peau de crocodile, peau de serpent, peau de vache, différents matériaux. Et on s'est posé beaucoup de questions. Quand on analyse les traces à l'intérieur, on voit des choses qui viennent de l'Est de l'Europe. Tout simplement, l'hypothèse, c'est que le commandant du camp d'Auschwitz, du Chruttów, d'Anatzweiler, il commande en Europe de l'Est, dans les centres de mise à mort, je veux 1 tonne de chaussures pour pouvoir utiliser le cuir pour le camp de concentration, parce que ça coûte moins cher, parce que on ne va pas utiliser du cuir neuf, c'est l'armée, c'est l'industrie de guerre, et on va utiliser ce qui est récupéré. Et là, on voit l'histoire économique nazie dans toute son horreur d'utilisation à travers ces découvertes archéologiques. Ça, c'est des choses qu'on essaie de développer. Et quand on voit des petites inscriptions Europe de l'Est, l'étude est en cours, des noms à l'intérieur en polonais, on se dit là, il y a des enfants, il n'y avait pas d'enfants au Chruttów. Voilà. Et on a trouvé un texte en 1946 où l'administration du mémorial découvre des stocks de chaussures au-dessus de la chambre à gaz, et ils indiquent que c'était l'atelier de fabrication de chaussures pour les déportés. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se connecter. Je voulais aussi dire que sur les séries, pour répondre à Miraël, j'ai beaucoup aimé son intervention qui est très archéologique, la question des séries d'objets. C'est quelque chose qu'on voit quand on commence à s'intéresser à ces objets, il y en a plein. Là, vous avez montré 3 exemples extraordinaires, et c'est quelque chose on le voit avec les questions des bateaux, dans les camps du Loiret, les questions des cannes, les questions des petits avions, et parfois les interprétations sont complètement fantaisistes dans les publications. On va voir le bateau ou le prisonnier, le déporté, il imagine la liberté,
L'avion, il imagine qu'il sort du camp à travers ces objets. Mais il faut remettre en contexte. À cette époque-là, les gens, ils ont tous des petits avions dans leur bureau, ils ont des petits bateaux dans le salon, il y a un bateau, c'est chic, c'est quelque chose de social. Et c'est quelque chose que les prisonniers vont reconstituer. Et ce n'est pas des pensées un peu philosophiques de l'évasion. Et là, il y a des choses à faire en comparant aussi les époques, parce que c'est des choses qu'on retrouve, les prisonniers, aujourd'hui. Hein, il y a une superbe étude sur les objets. La Croix-Rouge a écrit un livre qui est sorti il y a 2-3 ans, où ils ont récolté, c'est les collections de la Croix-Rouge à Genève, les objets de prisonniers. Alors il y a les objets de la Shoah, mais il y a aussi des objets aujourd'hui dans les camps de réfugiés, dans les prisons du monde entier. Et il y a des choses qu'on retrouve qui se répètent. Enfin, je voulais encore dire quelque chose j'ai pris quelques notes sur la question de l'appropriation. Parce que finalement, on s'approprie. Il y a une question peut-être philosophique. Nous, les musées, les centres, on va s'approprier quelque chose, un objet d'une vie qui a disparu. Est-ce qu'on peut se l'approprier? Voilà, je mets un pavé dans la mare quand je vois le musée de Washington qui essaie de retrouver, qui essaie de récupérer aussi des objets en Europe. Tous ces constats-là, toutes ces questions éthiques. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, quand ça rentre dans une collection publique, que ce soit dans n'importe quel État, il y a des prêts qui sont faits quand on met une base de données en ligne où chaque musée peut emprunter à l'autre, ça ne me pose pas de problème, mais il y a de plus en plus de musées privés. Et là, je me pose des questions sur toutes ces questions de trafic, d'appropriation, de vente. On en a un petit peu parlé. Vous parliez de faux pour Auschwitz, de faux, mais il y a quand même des vrais qui circulent. Et en France, il y a eu une polémique fin d'année dernière sur une tenue de déporté qui a été vendue aux enchères par quelqu'un qui l'avait trouvée sur une brocante. Il y a eu une telle... T'en as parlé? Ouais. Tu vas réagir à ça. Donc voilà, c'était juste ça pour lancer un peu des questionnements. Merci beaucoup. Je vais prolonger la question des ventes, parce que lorsque j'étais allée voir Michael à Yad Vashem, il m'a expliqué justement qu'il y avait une politique de non-achat, de non-acquisition par achat. Et je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que ce sont les mêmes décisions qui sont prises sur l'acquisition? Moi, je peux répondre. I can answer. We usually don't. En règle générale, on n'achète pas. Mais récemment, il y a une collection incroyable de films, de photos, de zootopes. Et c'était à vendre. Et on l'a acheté. Mais en général, en fait, moi, je suis allée avec quelqu'un de Yad Vashem il y a quelques 15 ans, pour voir certaines archives à Bruxelles. Et nous avons fait donc un discours à la famille en disant on n'achète pas des archives. On peut les mettre en valeur, on peut les diffuser. Et la famille a décidé qu'il ne voulait pas la vendre, qu'il voulait de l'argent pour ça. Notre travail, je ne suis pas en charge de cela, mais j'ai acheté, le travail que nous avons fait pour le musée. Il s'agissait d'une collection de dessins d'enfants de Chambon-sur-Lignon ou quelque part. Et quelqu'un nous a donné un journal, Peter Fergo, et il a dû racheter son propre journal. Il l'a trouvé en fait sur un marché aux puces. Et c'était 60 années plus tard. Donc on ne dit pas non complètement, on ne ferme pas totalement la porte. Mais en fait, notre philosophie est en train de changer parce que on se penche en permanence sur les catalogues des ventes aux enchères en ligne. Parce qu'on a besoin de matériaux. Et nous pensons que nous sommes le meilleur endroit dans lequel nous pouvons montrer ces objets. Michael, vous voulez réagir à la question?
je comprends que deux sujets. D'une part, c'est l'achat donc d'artefacts et d'autre part, de recevoir des artefacts qui avaient appartenu à des nazis. Je pense, et je suis très stricte là-dessus, qu'il n'y a plus aucun artefact authentique sur le marché. C'est ce que je pense. Et je ne suis pas donc disposée d'obtenir quoi que ce soit qui peut être acheté sur le marché. Je pense qu'en général, et dans la plupart des cas, ce n'est pas des artefacts authentiques. Et si les gens achètent cela, eh bien le commerce va se développer. Des gens d'Israël vont venir en Europe, vont voir ces artefacts, des artefacts juifs de la Shoah, vont l'acheter immédiatement, le ramener en Israël. Et je leur dis, je suis désolée, vous avez dépensé beaucoup d'argent, le marché se développe en ce moment, mais il ne faut pas y céder. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'autres artefacts aujourd'hui. Et je veux que ces artefacts soient un témoignage, qu'ils disent quelque chose sur la Shoah. La collection aujourd'hui a quelques 40 000 objets. Au début, en 1999, Wanya Veva, votre ami, a établi la collection. On achetait tout. Nombre de ces artefacts ne peuvent rien nous dire sur l'Holocauste, sur ce qui s'est passé. C'est un problème d'espace également dans les pièces de collection. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup plus strict. Bien sûr, des artefacts où il n'y a aucune information, on ne les achète pas. Bien sûr, Elisabeth. Auschwitz achète et achète aussi les articles qui ont appartenu aux auteurs de ces crimes. En fait, il est possible de trouver ces objets. Je ne dirais pas qu'il existe un marché. Ce qu'on a, c'est des membres de la famille qui ont, par exemple, des habits des prisonniers à la maison. Et qu'ils vendent ces costumes parce qu'ils ont besoin d'argent. Bien sûr, nous, on aimerait bien avoir ces vêtements de prisonniers puisque nous savons qu'ils vont être préservés dans les musées. Nous savons également que les membres de cette famille ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas être nettoyés comme tout autre vêtement. Donc, et pourquoi achetons-nous? Notre institution ne peut pas le faire. Mais nous, il n'y a pas une façon éthique d'acquérir ou de ne pas acquérir. Est-ce que c'est éthique d'acheter des objets qui ont été trouvés dans des excavations? Est-ce que c'est légal? On ne peut pas avoir des objets connectés à l'archéologie sans avoir creusé. Donc, le caractère légal d'une possession, c'est toujours discutable. Ma mère a été dans les camps. Elle a pris une cuillère de ces camps. Elle l'a gardée toute sa vie. Le marché, je pense à Internet surtout. Il y a aussi des enchères en ligne où on peut trouver des choses qui ont été volées.
dans les années 50, des gens sont venus et ils ont pris un petit morceau de ciment, de barbelé. Et après toutes ces années, aujourd'hui, ils l'ont renvoyé dans des enveloppes. Parfois c'est anonyme, parfois c'est pas anonyme. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas que pour nous, on n'a pas le contexte. Peut-être quelqu'un l'a pris de Dachau. Donc ils prennent un objet sans penser aux conséquences. Voilà, et donc ça définit l'histoire dans le contexte de Auschwitz. Donc lorsqu'on a des objets trouvés sur place, donc il est possible d'acheter d'anciens prisonniers ou des pièces d'art, des œuvres d'art qui en général ont un nom. À ce moment-là, on peut le connecter à une personne. Des costumes de prisonniers, en général, il y a le nom. Donc, il faut avoir une certitude que c'est connecté à l'endroit. Sinon, on ne décide pas. On a beaucoup d'offres. On a un groupe spécifique qui s'en occupe. Chaque musée a un groupe d'historiens, de conservateurs. Il y a 4 personnes donc qui sont assis, qui examinent les documents et qui décident. Les discussions. En fait, parfois il y a des demandes de vendeurs sur Internet en disant oui, moi j'ai des objets. Est-ce que vous pensez que c'est original? On ne répond jamais à cela. Parce que ça, c'est une création du marché, donc il n'y a pas beaucoup de valeur. Elisabeth, j'ai commencé avec une citation de Primo Levi. C'est un tel plaisir que de parler de la dureté du passé. Donc c'était vraiment intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.